Bonjour, bienvenue à tous sur Africly, la chaîne totalement dédiée aux littératures d'Afrique et des diasporas. Tout d'abord, merci beaucoup de m'écouter parce que je diffuse ce podcast un peu plus tard que prévu parce que j'ai eu des petits soucis de santé, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Alors comme promis, je me réjouis de vous présenter le roman Le psychanalyste de Brazzaville de l'auteur Dibakana Mankessi. Dibakana Mankessi est sociologue, il est originaire du Congo-Brazzaville. Il travaille dans une institution publique et enseigne la sociologie en région parisienne. Le psychanalyste de Brazzaville est son 3e roman. Il a publié déjà 2 autres romans auparavant. Le premier s'intitule « On m'appelait Ascension Ferrier ». Le deuxième, « La brève histoire de ma mère ». Et il est aussi l'auteur de nouvelles et d'essais. Le psychanalyste de Brazzaville a reçu 2 prix. Le premier prix, c'est le Grand Prix d'Afrique pour l'année 2023. Alors, ce prix était anciennement appelé Grand Prix littéraire d'Afrique noire. C'est un prix qui est attribué chaque année par l'Association des écrivains de langue française. Ce prix existe depuis 1961 et les grands noms des littératures africaines ont obtenu ce prix. Donc, ce livre a reçu également le prix Orange du livre en Afrique. Ça, c'est un prix qui a été créé en 2019 pour promouvoir les talents littéraires africains et l'édition locale africaine. Dans ce roman, on va suivre principalement 2 personnages. Le premier personnage, c'est le docteur Kaya, qui est le psychanalyste. Donc, le docteur Kaya, tout d'abord, il est médecin. Il travaille dans un hôpital. Ensuite, il va se spécialiser en psychanalyse et il va installer son cabinet à Brazzaville. Alors, moi, j'ai trouvé très touchant. Au début du roman, il y a un passage que j'ai trouvé assez touchant. C'est qu'il explique un peu d'où lui viendrait sa vocation de médecin. Donc, je vais lire cet extrait où le docteur Kaya évoque son enfance et surtout, il parle de son père. Enfant, lorsque je compris qu'il était sourd et muet, je me disais, je serai médecin quand je serai grand. Il s'agissait d'une idée encore vague, ce genre d'idée qui colle à la peau et vous la démange aussi rudement qu'une mauvaise gale. Le médecin dans ma tête alors était un personnage qui guérissait tous les maux, quel que soit le mal, une sorte de magicien qui répare les corps et les esprits malades. Je pensais tous les jours à ce réparateur. Je me cachais souvent pour pleurer ma peine de voir mon papa enfermé dans ce silence sans fin. Devenir médecin pour soigner papa, pour le guérir de ces maux injustes que lui avait flanqué la nature ou le hasard, Dieu ou le diable. Pourquoi lui et pas un autre? Aucun des papas de mes copains ne souffrait des mêmes terribles infirmités. Je jalousais mes copains. Ils avaient des parents normaux. Je voulais devenir médecin pour rembourser ma dette de compter parmi les bien portants, alors que mon géniteur était là, muré dans un monde sans musique. J'ignorais alors que solder une telle dette était impossible. Il reste que les handicaps de papa affectaient son comportement. Papa était un homme irascible, un homme dur. Alors dans ce roman, le récit est entrecoupé du journal du psychanalyste. Donc là, il met ses réflexions, ses observations, il parle de ses patients. Et le journal débute le 24 juillet 1961. Donc voilà un peu le portrait du premier personnage important.
L'autre personnage principal du roman, c'est Masolo. Masolo, c'est la femme de ménage du psychanalyste. Alors, Masolo, on va découvrir au fur et à mesure comment elle atterrit chez le psychanalyste. Donc Masolo, c'est une fille qui vient d'un milieu aisé. C'est une étudiante en droit. Elle vit dans sa famille avec son petit frère Yazolé. Et au début du roman, elle a un petit ami, Ibogo. Ibogo, lui, c'est le contraire. Il vient d'un quartier totalement malfamé. Il n'a pas beaucoup de moyens financiers. Il travaille pour financer ses études. Et cette histoire se déroule dans le contexte de la toute jeune République du Congo. C'est après les indépendances, donc ça commence avec le premier président Fulbert Yulu. Donc il faut dire que la famille de Masolo est liée à des liens d'amitié avec la famille de Fulbert Yulu. Alors, comment se fait-il que Masolo se retrouve d'étudiante à femme de ménage? Ben, il se passe que le président Fulbert Yulu est destitué. Et suite à ça, Masolo va véritablement tout perdre. Donc, le nouveau régime va se mettre en place, va s'en suivre des règlements de compte. Les parents de Masolo vont être emprisonnés. Son petit frère va être assassiné, donc elle se retrouve vraiment elle se retrouve vraiment avec rien. Et donc moi dans la présentation, j'avais dit qu'elle avait donc un premier petit ami, Ibogo. Quand les événements arrivent, en fait, ils s'étaient déjà séparés. Oui, ça j'ai oublié de préciser. Ils s'étaient déjà séparés parce que Masolo a préféré, elle a rencontré une autre personne, elle a rencontré Monsieur Koussou, qui était aussi son professeur de droit à l'université. Et elle s'est mariée et elle a eu un enfant avec son professeur. Alors, ce qui se passe, c'est que voilà, elle perd tout, elle reste avec son mari un moment, mais le couple se dégrade. Donc, comme le couple se dégrade, Masolo, donc il n'y a plus d'harmonie dans le couple, ils ne s'entendent plus. Masolo décide donc de quitter son mari et elle part avec son bébé. Donc là, évidemment, peu de ressources, elle change totalement de quartier, elle se met à chercher du travail, mais chercher du travail n'était pas aisé parce que quand elle se présentait pour trouver du travail, il y avait à plusieurs reprises, elle a été confrontée à ça, il y avait une espèce de droit de cuissage qu'elle aurait dû accepter, mais elle n'a jamais accepté ça. Et de fil en aiguille, dans ses recherches, c'est comme ça qu'elle se retrouve chez le docteur Kaya. À travers le personnage de Masolo, on suit un peu tous les changements, le changement social et toute la violence que vit le pays à ce moment-là. Parce que, entre-temps, donc son ex-petit ami Ibogo, qui vivait dans un quartier malfamé, dans des conditions difficiles, lui, avec ce changement de régime, il parvient à rentrer dans les milices officielles des nouveaux dirigeants. Et il est à la tête de plusieurs hommes. Donc il a un poste assez important, sans être le grand chef, mais il a quand même un poste assez important dans ces nouvelles milices créées par les nouveaux régimes. Donc lui aussi, ce personnage, on va voir que progressivement, il va changer. Il va complètement changer petit à petit et il va basculer dans la violence, quoi, dans la violence extrême même, à travers le roman. Alors, on va en revenir au psychanalyste maintenant.
Donc, à sa patientèle. Donc, la patientèle du psychanalyste, c'est l'élite congolaise et aussi européenne. Et à ce sujet, je vais vous lire un petit extrait. Dès le début de son activité chez le docteur Kaya, Masolo avait constaté que tous ses patients avaient un point commun. Ils étaient fortunés. Elle le voyait à leurs vêtements de marque, leurs montres brillantes, leurs chaussures bien cirées, leurs parfums coûteux, leur allure, leur assurance. C'étaient le plus souvent des hommes, mais il y avait aussi des femmes. Si elle suivait de près l'actualité, elle aurait reconnu beaucoup de ces personnalités qui faisaient la une des médias. Alors, les patients donc, du docteur Kaya, comment je vais dire, ils sont, on pourrait dire, ils sont divers et variés. Alors, voilà, je vais vous citer quelques exemples de personnages qui viennent consulter chez le docteur Kaya. Alors, il y a une patiente dont le mari se transforme la nuit en homme léopard. Il y a Théophile Bemba, l'archevêque de Brazzaville. Gérard Sott, un homme impliqué indirectement dans l'assassinat de Lumumba. Les futurs présidents Pascal Lissouba et Marien Ngouabi. Le chanteur zaïrois Franco et le patient Angualima qui est consultant et formateur en technique de vol. Donc voilà un petit peu un portrait de ces patients. Alors le cabinet le cabinet de psychanalyse du docteur Kaya va être un peu une source d'inquiétude, va intriguer les différents services secrets. Les services secrets à la fois nationaux, les services secrets congolais, et aussi les services secrets internationaux, parce qu'on va voir à un moment donné une américaine qui viendra se faire psychanalyser pour entrer en contact avec ce cabinet qui intrigue. Et il y aura bien sûr aussi les services secrets congolais qui vont carrément rencontrer le docteur Kaya pour un interrogatoire. Et surtout parce que il inquiète beaucoup les services secrets congolais parce que un des patients du docteur Kaya a été kidnappé et ensuite assassiné. Et c'était le procureur Lazare Matsokota qui a été enlevé et assassiné. Là, ça va vraiment... oui, il y aura toute une suspicion autour de ce cabinet. Alors, j'aurais voulu vous lire ici donc un extrait de l'interrogatoire. Donc, le psychanalyste va être interrogé par les services secrets congolais. Dès le mois d'octobre 1963, juste après l'installation complète des nouvelles autorités, y compris des nouveaux directeurs, il reçut une convocation de la police politique. Il fut accueilli par un gaillard qui pouvait mesurer 2 mètres et peser plus de 100 kilos. Il se présenta comme étant le capitaine Tounaillé et lui fit comprendre qu'il l'avait fait venir pour en savoir plus sur son activité. Vous êtes psychanalyste et Dakaya. En quoi consiste votre activité? Je suis thérapeute. Je reçois des patients que j'accompagne dans la réduction de leurs souffrances, dans la résolution de leurs conflits psychiques. Leurs conflits quoi? Les barrières inconscientes qui les empêchent de vivre pleinement leur vie, c'est-à-dire leurs difficultés d'existence, c'est-à-dire je les aide à faire face à leur vie. Il faut donc être aidé pour faire face à sa vie. Je les aide à vivre leurs désirs,
leurs rêves, leurs échecs, etc. Il faut donc être aidé pour vivre tout ça. C'est ça. Et les gens viennent vous voir, payent des sous pour que vous les aidiez à vivre leur vie. C'est l'objectif poursuivi. Ah bon? Et si les patients reviennent, c'est peut-être qu'ils y trouvent leur compte. Le capitaine resta silencieux un moment, puis comme il se parlait à lui-même, pour vivre ses désirs, ses rêves, ses échecs, il faut être accompagné. Eh bien ça alors. Il semblait se parler à lui-même. C'est mon activité, fit le docteur Kaya. Utilisez-vous un matériel, des médicaments? Du tout. Les patients n'ont que la libération de leurs paroles. La libération de leurs paroles? Par la libre association des idées qui viennent à l'esprit. Par quoi? Par la libre association des pensées qui... Libre association des idées? Libération de la parole? Je n'y comprends rien. Et c'est la libération de la parole ou l'association des idées qui... Les deux vont ensemble. Ok. C'est donc la libération de la parole et l'association des idées qui les guérit. On peut dire ça comme ça. C'est tout de même un peu bourgeois tout ça, non? La santé n'a pas de classe. Justement, la classe travailleuse, les masses laborieuses, les prolétaires ne peuvent pas s'adresser à vous. Comme pour tout, capitaine. À l'hôpital, c'est pareil. Ne vont voir les médecins que ceux qui peuvent payer. Au marché, c'est pareil. Ne vont acheter de quoi se nourrir que ceux qui sont capables de payer. Bien, l'homme s'est brusquement levé. Sachez que je vous ai à l'œil. Au moindre incident, je ferme votre boutique. Est-ce clair? Ensuite, on voit ma solo évoluer. Donc, bien sûr, elle est tout à fait, elle a quitté le contact avec son milieu d'avant, le milieu aisé et les amis qu'il fréquentait à ce moment-là. Et on voit comment elle, par des rencontres qu'elle fait, mais ça, bon, je ne vais pas dire dans les détails, comment elle va voir ses parents. Et là, c'était vraiment un moment très, très difficile. Elle va voir ses parents qui sont emprisonnés et comment elle va tenter de faire sortir ses parents de prison. Voilà. Là, je n'en dis pas plus pour l'instant. Je vais passer maintenant aux thématiques qui m'ont frappé dans ce roman. Voilà, moi j'ai trouvé ce roman très agréable à lire, très facile à lire, donc on rentre dans le récit assez facilement. C'est 450 pages, mais qui se lisent très vite finalement. Et quand je lisais donc des petits articles qui décrivaient ce roman, donc on disait que c'était un roman historique et un vrai polar. Effectivement, je confirme. C'est vraiment ce qui pourrait résumer ce roman. Alors, dans les différentes thématiques, je trouvais que donc les indépendances, ben oui, on est replongé dans les indépendances, on est replongé dans les débuts d'un pays indépendant, donc la République du Congo. Et dans ce livre, on voit un peu donc comment arrivent les premiers chefs d'État. On voit Philibert Youlou, Massamba Deba et Marie Ngouabi. Et malheureusement, on voit aussi comment la violence arrive dans ce pays. Et avec le personnage de Ibogo, on voit qu'ils sont en train de... Voilà, le régime a changé, il est en train de... Lui, il revendique toujours, oui, plus d'égalité, il faut le pouvoir de revenir au peuple, etc. Mais
En même temps, les nouveaux dirigeants basculent complètement dans la violence et lui-même, il est abusif. Donc ça aussi, donc les gens qui voulaient le changement, ben, ils font pire finalement. En tout cas, ils sont très violents. On peut voir aussi dans ce roman l'impact de la guerre froide, hein, parce que les révolutionnaires, entre guillemets, ceux qui sont venus pour apporter ce changement dans le pays, pour changer le régime politique, ils sont plus marxistes, ils sont communistes. Donc on voit, oui, là on voit clairement l'impact de la guerre froide en Afrique. Et dans ce roman, on observe aussi les changements politiques des pays voisins. Donc à un moment, on parle de Lumumba. À la fin, on voit que, bah, ah oui, les gens hésitent encore. Ah, il faut plus dire Léopoldville, c'est Kinshasa. Donc on voit Mobutu qui arrive, qui arrive au Zaïre. À un moment, on parle de Bokassa qui arrive en Centrafrique. Ça, c'était aussi une thématique. Et aussi, là, c'était un peu plus dur, c'était la condition des femmes. Donc, avec le personnage de Masolo, on voit que ce qui était choquant, c'est qu'au niveau professionnel, à plusieurs reprises, pour obtenir un emploi, voilà, il faut que ce soit en échange de faveurs sexuelles. Et donc, mais bon, le personnage, voilà, rate plusieurs jobs parce elle n'accepte pas, mais la façon dont les propositions étaient faites, c'est comme si c'était tout à fait normal, quoi. Et donc, il y avait pas mal d'abus sur les femmes. Donc, il y avait ça au niveau professionnel avec Masolo, mais il y avait aussi déjà à l'université ce jeune prof qui ne sortait qu'avec les étudiantes, c'était sa réputation comme ça. Là aussi, c'est une forme d'abus. Après, il y avait aussi une de ses amies qui vivait chez son oncle. Et là, on voit à un moment donné, il y a aussi une domination et de l'abus et une emprise euh, euh, dans ce contexte-là. Donc, je trouve que les femmes vivent vraiment des situations d'injustice très, 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 très dures, quoi. Et on voit aussi les conséquences de la misère et de la pauvreté. Donc si on voit au départ que Masolo vit dans un environnement plutôt aisé, on voit que son petit ami de l'époque, Ibogo, lui, il vivait dans la misère et dans la pauvreté. Alors ça, c'est aussi des terreaux, euh, c'est pas des terreaux très, très favorables, hein. C'est parfois des terreaux qui vont favoriser les violences. Oui, je trouvais que on est quand même dans un contexte de violence. C'est des thématiques assez dures, mais quand même on rit beaucoup. Il y a vraiment beaucoup d'humour donc, dans le cabinet du psychanalyste Kaya, par les différents patients. C'est vraiment des personnages vraiment bah, oui, c'est vraiment des personnages. Oui, ça devient comique parce qu'ils ont chacun des spécificités comme ça. Oui, j'ai fait la liste tout à l'heure de certains patients. Donc certains patients étaient assez étonnants. Oui, et ce qui me faisait beaucoup rire aussi, c'est que je parle lingala et les noms, certains noms euh, mais qui passe. Je pense que même si on ne comprend pas le lingala, ok, ça passe. Mais les noms qui avaient des significations. Par exemple, Masolo. Hein, Masolo, c'est les histoires. Euh, donc, nom Masolo, prénom Loba. Mais Loba, c'est parle, c'est dit, raconte. Donc, Loba, Masolo. Ça passe. À un moment donné, on nous parle d'un oncle qui n'est pas chouette, qui n'est pas sympa avec sa nièce. Lui, il s'appelle oncle Mofiti. Mais Mofiti, c'est le méchant, c'est la personne pas sympa, qui a un ami. Son ami, c'est tonton Kosaye.
Kosaye, c'est mens-lui ou mentez-lui. Hein. Donc, c'était aussi un homme pas honnête. Il s'appelait Tonton Kosaye. Ibogo, le premier petit ami de Masolo, habitait un quartier malfamé. Et ce quartier s'appelait Tiekar et Zanga Kombo. Tiekar, c'est du verlan, c'est quartier. Donc, et Zanga Kombo, le quartier sans nom. Hein, et ça passe. À un moment donné, on parle aussi d'un café. Et ce café s'appelle Tomelanabiso. Tomelanabiso, en lingala, c'est buvons seulement. Donc, c'est vrai que ça, c'est le cas de le dire, c'était rafraîchissant. Et vraiment, j'ai beaucoup ri en lisant ce roman, mais c'est un roman que je vous conseille parce que c'est un des livres à lire et à relire en fait, hein, vu toute la portée historique. Donc voilà. Alors, Afrique Lit, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve dimanche prochain. Et dimanche prochain, j'aurai l'honneur et la chance d'avoir une interview avec l'auteur d'Ibakana Mankessi depuis Brazzaville, s'il vous plaît. Voilà, alors je vous laisse pour aujourd'hui. Procurez-vous ce livre. Je sais qu'il est dans certaines bibliothèques à Bruxelles. Donc voilà, excellente fin de semaine à vous tous et à très bientôt.